Et voici donc le chapitre 17 sur les transferts quantiques d'énergie et donc la dualité onde-particule. Donc tout d'abord, pour faire cette partie ici, vous avez bien sûr fait votre activité du document 1, page 376. Alors vous avez dû remarquer que donc la lumière avait ce double aspect, et donc selon en fait les longueurs d'onde et donc selon les fréquences, forcément, et donc soit un aspect corpusculaire, ça on l'observe avec l'effet photoélectrique, donc en fait tous les aspects dus à la mécanique très classique de choc entre les particules, donc ça c'est pour ça qu'on appelle ça le côté particulaire de la lumière, ou le côté corpusculaire, le fait qu'il ait un corps, mais aussi un côté plutôt ondulatoire, et à ce moment-là, on va observer donc tout ce qui est diffraction et interférence, ce que l'on ne pourrait pas du tout observer pour une particule. Si je prends Léonard ou Joshua que j'envoie sur une fente fine, eh bien, ils ne vont pas se diffracter, malheureusement. D'accord ? Cet aspect corpusculaire, eh bien, on peut quantifier donc son énergie, donc puisque ça se passe par quanta d'énergie, donc un quantum des quanta. On l'avait vu donc avec Einstein, donc la relativité donc des quanta, et donc l'énergie est égale à h nu est égale aussi à hc sur lambda. Et h, c'est donc la constante de Planck. Et puis donc tout est généralisé, donc vous l'avez vu dans le document 2, page 377, donc avec De Broglie, donc Louis De Broglie, donc qui associe donc le fait que ce soit une particule et une onde. Donc il nous dit que la quantité de mouvement, donc P est égale à h sur lambda pour une particule et donc pour une onde. Et elle a aussi donc des effets ondulatoires. Pour cela, il faut bien sûr que lambda soit mesurable, donc pas trop faible, et donc P assez faible, donc une masse tout de même très faible. Donc pour cela, en fait, on va avoir donc des particules de type atomique ou subatomique. Donc comme l'électron, voilà, au final, c'est une onde, l'électron. C'est surprenant, mais jusque-là, on vous disait c'est forcément une particule. Eh bien non, ça peut être aussi donc une onde. Vous le verrez donc dans l'exercice sèche, page 391, pardon. Et à savoir aussi, si on va un petit peu plus loin, peut-être qu'on le fera au courant du mois de juin, eh bien, tout ce qui est quantique, en fait, c'est des probabilités. On ne sait pas, vous avez peut-être déjà entendu parler du chat de Schrödinger. Sinon, je vous laisse un petit peu rechercher là-dessus. Alors, l'application de ce genre de choses, bah, c'est le laser. Donc, le laser, comment ça fonctionne? Il faut savoir, voilà, comment fonctionne ce laser. Eh bien, la première étape, c'est donc une émission spontanée de photons, donc par des excitations. Donc ça pose pas de problème. On l'a vu aussi l'année dernière. Donc un électron, donc excité, passe d'un niveau excité à un niveau fondamental, et on détermine donc sa variation d'énergie, on obtient un h nu, et donc on émet un photon. On peut ensuite stimuler donc cette émission, donc un premier photon donc formé, donc par émission spontanée, et vient donc sur un électron donc déjà excité, et le fait que ce photon passe à proximité de cet électron excité, eh bien cet électron va perdre son énergie et donc va émettre un photon, et ce photon aura exactement la même longueur d'onde, il ira dans la même direction, le même sens, et donc ça, c'est plutôt très pratique puisqu'on va parler du coup de faisceaux cohérents. Donc tous les photons en fait sont ensemble avec une même longueur d'onde, une même direction et un même sens. Alors bien sûr, pour qu'il y ait ce fonctionnement-là, il faut que tous les électrons soient bien excités, et donc on va parler d'inversion de population, et donc il va falloir donc exciter tous nos électrons par un effet de pompage. On appelle ça le pompage optique. Tout cela va avoir lieu donc entre deux miroirs. Donc l'intérêt de ces deux miroirs, c'est que les photons vont être réfléchis d'un côté et de l'autre. Et donc par cela, on va appeler ça l'amplification, puisqu'à chaque passage donc de ces photons, donc toujours en cohérence, eh bien ils vont émettre donc de nouveaux photons, puisqu'au passage des électrons excités. Donc on voit tout cela ici. Donc au départ, j'ai un électron donc excité, donc ça via mon pompage optique. Le fait qu'il y ait un photon qui passe à côté,
eh bien, ça va entraîner la désexcitation donc de mon électron et on va se retrouver du coup avec deux photons totalement identiques et donc cohérents. Donc c'est pour ça que le laser sera toujours monochromatique, puisque même longueur d'onde. Il aura une direction bien particulière, donc c'est pour ça qu'on appelle ça directive, et cohérente, puisque tout est en phase. Alors comment on a notre pompage optique, on excite nos électrons, on passe dans un milieu actif, donc où on peut exciter les électrons, et donc nos photons vont aller d'un miroir ici à l'autre, donc ça c'est ce qu'on appelle l'amplification, et puis de temps en temps, la lumière va sortir ici, et on va émettre donc un faisceau laser. Donc c'est ce qui se passe donc dans la réalité, hein, vraiment ici. Donc on a une source d'énergie donc qui permet d'exciter les électrons. Le passage donc de mes photons qui font des allers-retours ici, puis de temps en temps, hop, ils sortent et on émet donc un faisceau laser, donc monochromatique, directif et cohérent. N'hésitez pas à faire l'exercice 20, page 392. Donc au final, ces transferts quantiques d'énergie, on va les retrouver un petit peu partout au niveau des atomes, des molécules. Tout ça est quantifié. Si vous vous souvenez un petit peu, quand on avait étudié les infrarouges, eh bien, c'est quand on voyait la vibration donc des liaisons entre les atomes qui nous permettaient donc d'avoir ces transferts d'énergie quantique. Au niveau de la RMN, même façon. Donc voilà, on les a un petit peu partout. Selon donc les domaines spectraux, selon les longueurs d'onde, on va avoir donc des transferts d'énergie quantique. Je vous laisse vérifier tout cela avec l'exercice 26, page 394, et le chapitre est terminé.